Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier Chat francophone dans lequel nous avons l'immense plaisir de recevoir Agathe Vauthier. Agathe est la cofondatrice et la directrice générale du Galion et elle nous parlera de valeurs, d'hypercroissance et du mariage moderne entre performance et ambition. Je suis Jonathan Hutt-Dufossé et je dirige le développement d'Epic en France. Chez Epic, nous œuvrons pour un monde dans lequel les jeunes et les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, leur genre, leur sexualité ou leur lieu de naissance, ont accès à un avenir plein de promesses et plein d'opportunités. Nous soutenons à travers le monde des organisations innovantes à but non lucratif dont l'impact est prouvé. Ce sont en quelque sorte les pionniers et les acteurs du changement qui transforment la vie des enfants et des jeunes au quotidien de façon durable et positive. Au cours de cet Epic Chat, vous allez avoir l'opportunité de poser toutes les questions que vous souhaitez à Agathe à travers deux possibilités. La première est d'inscrire votre question dans le menu qui se situe sur votre droite. Et la deuxième, c'est en cliquant sur les questions qui vous intéressent et dont vous avez particulièrement envie d'entendre les réponses. Merci Jonathan. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Jason et je suis en charge de notre communauté d'entrepreneurs engagés ici en France. À nouveau, nous sommes très heureux chez Epic de recevoir Agathe Vauthier. Agathe est aussi une grande supportrice d'Epic, on va en reparler et nous en sommes très fiers. Alors, vous assistez aujourd'hui à ce chat parce que vous êtes liés de près ou de loin à Epic et beaucoup d'entre vous sont d'ailleurs Epic Pledgers. Bienvenue à tous les pledgers présents aujourd'hui. Alors, l'Epic Pledge, c'est quoi? C'est une promesse de reverser un pourcentage de son succès en tant qu'entrepreneur ou investisseur à des associations, que ce soit via son exit si vous êtes entrepreneur, son carried interest ou ses management fees si vous êtes investisseur. L'Epic Pledge n'est pas légalement contractuel. C'est en fait une promesse que vous faites à vous-même, en cas de succès, de redonner une petite partie aux moins chanceux. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple, non contraignant, mais cela peut avoir un impact énorme sur les enfants et les jeunes défavorisés qui sont soutenus par nos associations. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir officiellement une nouvelle membre dans la communauté de l'Epic Pledge, puisqu'Agathe, tu as choisi récemment de devenir toi aussi pledgeuse et donc de t'engager auprès des plus vulnérables. Nous t'en remercions. Bienvenue à toi dans cette communauté et je sais que Jonathan t'en reparlera au cours de votre discussion. Alors, comme vous le savez, chez Epic, le partage est au cœur de notre ADN. Pour chaque Epic Chat, notre invité choisit une association parmi les 25 organisations sociales du portefeuille Epic qui ont toutes démontré le très fort impact de leur programme qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes vulnérables à travers le monde. Pour cet Epic Chat, Agathe a choisi de mettre en lumière l'association Simplon, qui est une association qui permet aux jeunes éloignés de l'emploi et de la formation de bénéficier de formations professionnelles gratuites aux métiers techniques du numérique. Simplon touche également les personnes sous-représentées dans le secteur du numérique et les accompagne jusqu'à l'emploi. Alors, vous pouvez leur faire un don aujourd'hui. N'hésitez pas, chaque geste compte. Une pop-up prévue à cet effet devrait apparaître sur l'écran. Sachez que le fait de cliquer sur la fenêtre pour faire un don ne vous fera pas sortir du chat, donc n'hésitez pas. J'espère donc que vous allez passer un très bon moment et je te laisse la parole, Jonathan. Merci beaucoup, Jason. Agathe, à nouveau, bienvenue. On est ravis que tu sois présente pour inaugurer ces Epic Chats en français. Peut-être avant de commencer sur notre discussion, Agathe, est-ce que en quelques mots, tu peux nous rappeler ce que c'est que le Galion? Avec plaisir et je suis ravie d'être là, Jonathan, ravie de soutenir Simplon. Frédéric est en ligne. Alors moi, je savais pas que Simplon avait une association, parce que j'imagine qu'il y a la partie Simplon École et l'association. Donc Frédéric, il faut que tu m'en parles. Mais en tout cas, je suis depuis le début, peut-être pas depuis le début, mais depuis un moment, ce que fait Simplon. Et je suis vraiment très admirative de tout le travail que font Frédéric et ses équipes, et pour le numérique et aussi pour qui c'est vraiment voilà, des équipes qui vont chercher des personnes voilà, qui sont un peu moins chanceux que nous, moins privilégiés, pour les amener vers des métiers du numérique et ça marche et ça se développe. Donc du coup, je suis vraiment ravie de pouvoir en parler et de montrer mon soutien ici aujourd'hui. Super. Et donc du coup, sur le Galion, donc qu'est-ce que c'est? Donc Frédéric Bardot en fait partie. Le Galion, c'est avant tout une communauté d'entrepreneurs. On se définit comme un collectif d'entrepreneurs qui a envie de changer le monde. L'idée, c'est avant tout de s'aider les uns les autres et de se dire que les entrepreneurs de la tech ont un rôle important dans la construction du monde de demain. Et en fait, si on a envie d'avoir des entrepreneurs qui sont innovants, ambitieux, qui ont envie de faire de grandes choses
at scale, donc à l'échelle, comme on dit au Galion, comme peut le faire Frédéric Bardot avec Simplon. Ça passe par beaucoup d'entraide et donc du partage d'expérience, du partage de bonnes pratiques. Et c'est ce qu'offre le Galion. Avant tout, donc on a 350 entrepreneurs qui depuis 6 ans passent beaucoup de temps ensemble pour s'échanger toutes leurs bonnes pratiques. Et puis on a aussi fait avec le Galion créer un think tank, puisqu'en fait on se disait que ces entrepreneurs ont énormément d'expérience, d'expertise, et il y a une spécificité au Galion, c'est que pour y rentrer il faut avoir levé des fonds. Et donc, en fait, on a eu envie, non pas de s'aider entre nous, mais d'aider tout l'écosystème. Et donc, à travers le think tank, on propose un certain nombre d'articles et d'outils pour aider les entrepreneurs de manière assez concrète à passer à l'action. Tout est très tourné vers la performance, hein, donc on a des outils qui sont très technico-techniques. Celle qui a fait notre gloire, c'est notre gloire, en tout cas qui nous a fait connaître, c'est la term sheet, le document qu'on signe au moment de lever des fonds avec un investisseur. Et en fait, il y a des termes qui sont imbitables tant qu'on n'y est pas confronté. Un investisseur, il fait une fameuse term sheet à peu près une par semaine, et un entrepreneur, il en fait une tous les 10 ans. Et vraiment, c'est ce qui va dessiner sa boîte. Et donc, on a des termes comme des liquid pref, des ratchets qui sont très compliqués. Et donc, tous les entrepreneurs du Galion se sont mis autour de la table pour vraiment expliquer chacun des termes et que les entrepreneurs soient bien armés face aux investisseurs. Et puis, on a aussi des documents beaucoup plus, je dirais, qui paraissent comme ça très philosophiques, mais qui sont comme le gender agreement pour plus de parité dans la tech, pour l'impact solution, mais qui sont en fait des vrais outils pour la performance. Et en fait, tout ce qu'on fait nous, c'est vraiment par volonté et par souci de faire des entreprises qui vont être performantes. Et donc, on a une myriade d'outils. Je vous invite à regarder tout ce qu'on fait sur le site du Galion. Exactement, voilà, avec tous nos outils, et vous pouvez voir tout ce qu'on fait. Je ne vais pas m'étendre, mais en gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est un vrai collectif d'entrepreneurs qui s'entraident et qui a pour but de faire évoluer l'écosystème, parce qu'on pense qu'en France, il y a de grands entrepreneurs et qu'il y a vraiment, en Europe, un vrai vivier d'entrepreneurs avec des ambitions, et qu'on a un rôle à jouer dans la tech mondiale face aux États-Unis et à la Chine. Et notamment dans tous les sujets de Tech for Good, on est très en avance. Et donc voilà, on apporte un peu notre pierre à l'édifice avec le Galion. Et c'est exactement une des raisons pour lesquelles on voulait vraiment inaugurer ces Epic Chat avec toi, c'est que chez Epic, on croit très fort à la question de la valeur. Aujourd'hui, la valeur, elle devient un point cardinal pour une entreprise. Alors, on voit déjà que, par exemple, les études se succèdent et qu'aujourd'hui, les millennials qui arrivent sur le marché de l'emploi n'ont pas du tout envie d'avoir un job. 2 tiers d'entre eux refusent d'avoir un job avec lequel ils ne partagent pas les valeurs. La valeur, aujourd'hui, c'est devenu, là où on pensait que ça pouvait être secondaire, c'est devenu un vrai point cardinal pour toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ça va être à la fois donc pour les collaborateurs, pour les futurs talents, pour les clients, pour les prestataires, pour les membres du board. Et la valeur, du coup, elle va vraiment être un élément fondamental et central à la fois de la stratégie et de la culture d'entreprise. Je sais que vous, au Galion, vous en avez beaucoup parlé. Et qu'est-ce qu'on met finalement derrière ce mot valeur? Moi, ce qui m'intéresse de savoir et de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que les valeurs en réalité? 2, comment est-ce que la définition de ces valeurs peut aider un entrepreneur à traverser ou à arriver à une croissance forte et à la maintenir, et en fait d'avoir finalement une espèce d'ADN ou de colonne vertébrale qui va l'aider à traverser cette période complexe que peut représenter l'hypercroissance. Et 3e question dans ma question, est-ce que tu as des exemples comme ça qui te viennent au Galion d'entrepreneurs qui, parce qu'ils ont défini leurs valeurs, ont pu aboutir à quelque chose de beaucoup plus fort d'un point de vue business? Oui, alors moi je voudrais quand même démarrer par quelque chose que tu as dit. Les valeurs ne sont pas accessoires. On a eu beaucoup de débats au Galion sur les valeurs, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de grands groupes, de grandes marques, françaises, américaines, qui ont fait des tonnes sur les valeurs. On pense à Nike, on pense à Facebook, on connaît tous un peu toutes ces valeurs-là, et donc on s'est demandé si c'était pas parfois un peu galvaudé ou du marketing.
Et en fait, on en est revenu sur un point, c'est qu'elles sont vraiment fondamentales dans la croissance et qu'elles deviennent un pilier au moment où il faut grandir. Et donc, en fait, les valeurs, c'est vraiment toutes les actions et les comportements qui sont attendus dans l'entreprise et elles sont un vrai pilier de la culture. Aujourd'hui, on voit, en tout cas, moi je vais parler de ce qui me concerne, hein, c'est-à-dire l'environnement startup scale-up. On voit énormément de levées de fonds, d'entreprises qui croient. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la culture est un vrai élément de différenciation. On pourra toujours copier le produit, essayer de faire comme son concurrent, mais en fait, la culture, elle est incopiable. On peut pas copier-coller une culture. Elle est incarnée par les fondateurs, par les employés, et donc c'est vraiment un élément constitutif du départ, et c'est très important. On peut concevoir un produit révolutionnaire, réinventer une approche commerciale, embaucher toutes les stars. Ça ne remplacera jamais la culture forte et bien établie. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point important pour tous ceux qui pensent que c'est on en parlera plus tard. Et donc pour ça, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les valeurs en fait d'une entreprise, elles sont déjà co-créées par bien évidemment par son fondateur et ses fondateurs qui sont là au départ, mais aussi par tous les employés qui sont là dès le début. Et les valeurs peuvent aussi évoluer. Finalement, une culture, elle va rester, mais elle va prendre différentes formes et elles peuvent être remises en question, devenir un peu plus matures, mais elles doivent être co-créées par les collaborateurs. Nous, on a vraiment passé du temps avec Frédéric Mazella de Blablacar, Geoffroy Guigou de United, Fanny Peshuada de My Little Paris. Je prends le temps de les citer parce qu'en fait, moi, je suis vraiment leur voix et c'est les entrepreneurs qui co-construisent tout ce qu'on fait, qui sont pour moi vraiment des rôles modèles en termes de construction de culture et qui ont passé du temps à se dire, OK, comment on construit des valeurs quand on fait une start-up. Donc déjà, c'est réussir à mettre un peu tout le monde autour de la table et les co-construire ensemble. Et il y a un point qui est vraiment fondamental, c'est que les valeurs doivent être incarnées. Puisqu'il ne s'agit pas de dire, voilà, nous, en fait, une valeur importante, c'est la confiance, le partage. C'est de dire, bah, très bien, si pour nous, finalement, le partage, c'est une valeur fondamentale, comment on l'incarne au sein de notre société. Et donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard et je prendrai l'exemple de Blablacar qui l'a vraiment bien fait et qui a utilisé ces valeurs et les a tournées vraiment en action. Alors, très simplement, ça veut dire quoi? Je transforme mes valeurs en action. C'est-à-dire, je définis, donc si je comprends bien, je co-définis en fait avec mes collaborateurs les valeurs qui sont fortes et qui finalement définissent ma culture d'entreprise. Et à partir de ça, comment je les incarne? La valeur de partage, par exemple, si c'est celle dont tu veux parler par rapport à Blablacar, comment est-ce qu'elles sont utiles au quotidien pour l'entrepreneur? Dans un premier temps, par exemple, une des valeurs de Blablacar, c'est share more, learn more. Donc, partager plus et apprendre plus. Et en fait, quand tu dis ça, tu es là, bon, bah, d'accord, on doit avoir la culture du partage, mais c'est finalement comment je fais. Donc concrètement, en fait, tous les premiers lundis du mois chez Blablacar, ils ont ce qu'ils appellent des Blabla Talks, où en fait les équipes tournent et chacun va pouvoir prendre la parole devant toute l'entreprise pour raconter un peu son quotidien. Donc ça va être les équipes sales qui vont, il y en a pas chez Blablacar, mais les équipes marketing qui vont parler de ce qu'ils font dans leur quotidien, les équipes tech. Et donc ça permet à un moment où l'entreprise grandit, où on a tendance à voir des silos apparaître entre les différentes équipes, de mieux comprendre ce que fait l'autre et de briser un peu les barrières. Ils ont un blog en interne sur lequel ils invitent tous les salariés. Je sais plus comment il s'appelle. À chaque fois, c'est des blabla. J'avais dû prendre des blabla share. Voilà, leur blog s'appelle comme ça, blabla share. Où là, vraiment, ils vont inviter les salariés à parler de leur quotidien, de leur quotidien au travail. Et donc là, il va y avoir beaucoup d'interactions. Un dernier exemple, c'est les Blabla Learn, où en fait, ils vont proposer à leurs salariés de se former en vidéo. Et ça va être chaque salarié qui va apprendre son métier en vidéo et tout le monde va pouvoir le suivre. Et en fait, ça, c'est donc en interne, mais aussi en externe. On sait très bien que voilà, Blablacar a une grosse culture du partage. Le covoiturage, c'est avant tout du partage. Et donc, ils
ils vont inviter en fait leur covoitureur, les covoitureurs, à échanger et à partager à l'intérieur de leur covoiturage, et ils vont donner des noms à ceux qui parlent un peu plus, ceux qui parlent moins, pour que tu puisses choisir. Toi, si tu as envie de faire ton covoiturage, tu es plus en mode j'ai envie de dormir à l'arrière de la voiture, ou non, en fait, c'est un moment aussi pour moi de partage. Donc, en fait, on voit très bien que c'est une valeur qu'ils ont su vraiment transmettre à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc ça, c'est un bon exemple d'entreprise incarnée. Et puis, ça va prendre aussi forme sur en stickers et dans les posters pour que vraiment, tout le temps, les employés l'aient dans la tête. Et ça, c'est en quelque sorte une forme d'organisation apprenante en réalité. Enfin, c'est un peu la transformation de l'entreprise en mettant les collaborateurs sur un niveau d'horizontalité qui leur permet de transcender un peu les clivages hiérarchiques ou les silos en termes de business unit. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment, les valeurs deviennent un guide en fait pour les salariés. Et pourquoi les valeurs, en fait, il y en a beaucoup qui le font. Alors, chacun le fait un peu différemment. Il y en a qui le font en général. La manière un peu old school, c'était de le faire quand on était 60. Parce que là, en fait, on commence à devenir un peu trop nombreux. Et donc, les entrepreneurs, par exemple, Frédéric Mazella disait, moi, à 60, j'ai eu vraiment besoin d'écrire mes valeurs. Parce qu'en fait, quand je recrutais, je pouvais pas tout le temps expliquer ce qu'était Blablacar. J'avais besoin qu'ils puissent lire ce que Blablacar représentait, la culture. J'avais besoin qu'en fait, mon premier RH, il puisse passer les premiers entretiens et que ce soit pas forcément moi. Donc, il y a un moment, en fait, l'entrepreneur fondateur et les premiers salariés ne peuvent plus tout faire et ils ont besoin d'avoir les commandements, en fait, le guide pour que les autres salariés qui arrivent après puissent s'imprégner, en fait, de l'état d'esprit et la culture de l'entreprise. Ensuite, il y en a qui, comme Geoffroy Guigou, le fondateur de United, ne l'ont pas fait au départ parce qu'en fait, au début, on est tous en train de travailler sur le produit, on est un peu multitâches. Et en fait, les valeurs s'incarnent un peu normalement comme ça et on les vit tous ensemble. Et Geoffroy, lui, me disait, moi, en fait, la première fois que j'ai pris l'avion et que j'ai été voir des investisseurs aux États-Unis, où je sais plus, il était peut-être il allait peut-être faire une learning expedition. Il m'a dit, attends, pour la première fois, je montais dans l'avion, j'étais avec mon cofondateur et je laissais mes collaborateurs seuls. Et je me suis dit, et je partais une semaine, et je me suis dit, mais attends, mais comment ils vont pouvoir, comment en fait, quand je suis pas là, la culture continue de vivre et ils vont pas avoir besoin de moi, tous les jours pour avoir du feedback. Et donc là, il s'est mis à écrire dans l'avion avec Charles, son cofondateur. Alors attends, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, et ça a été le point de départ d'un vrai travail où après ils ont fait un séminaire, ils ont réuni tout le monde et ils ont fait un travail sur les valeurs. Mais donc, pour moi, vraiment, dans la phase d'hypercroissance, c'est fondamental à un moment donné de se poser et d'écrire ça pour pouvoir transmettre et puis pour donner les clés à d'autres gens qui vont eux-mêmes faire grandir l'entreprise. Et le phénomène qu'on a vu un petit peu nouveau, moi, celui qui m'inspire beaucoup dans ce domaine, c'est Jean-Charles Samuelian d'Alan, qui, dès que je l'ai rencontré, ils étaient 3-4, qui doit être un pledger peut-être ou... Pas encore. Pas encore, je lui en parlerai. En fait, je l'ai rencontré, ils étaient 5 et il m'a dit, Agathe, en fait, moi, j'ai une culture très forte. Il avait la culture du feedback, de la transparence, notamment pour la grille des salaires. Enfin, on sentait vraiment que il avait travaillé ça très, très fort, qu'il avait eu des expériences entrepreneuriales et que la culture de son entreprise allait être le fondement de tout ce qu'il allait faire. Et quand on voit l'hypercroissance qu'Alan a vécu très tôt, finalement, dans son aventure, en fait, on se rend compte qu'il a posé là un squelette qui est itératif, bien évidemment, dans la croissance, mais au moins qu'il l'a permis de recruter très vite et de pouvoir être très agile, en fait, dans sa manière de grandir. Donc voilà, c'est un élément fondamental. C'est des questions qu'il faut se poser très vite. C'est collaboratif, c'est itératif et essentiel dans la croissance d'une entreprise.
Et dans les valeurs, et donc tout à l'heure, tu as parlé un peu du gender agreement que vous avez fait au sein du Galion. Quand on pense au partage, par exemple, du pouvoir ou de la gouvernance, on voit qu'en France, il y a un mouvement de fond du monde économique qui est aussi poussé, on va dire, d'un point de vue gouvernemental, pour mettre plus de parité, plus de mixité de genre au sein de la gouvernance. Donc d'abord, en 2011, la loi Copé-Zimmermann, donc qui a enjoint les entreprises à avoir 40% de femmes présentes au conseil d'administration. Et depuis le mois dernier, il y a eu en première lecture une loi qui est passée et qui va demander aux entreprises, à horizon 2030, les entreprises de plus de 1000 salariés, d'avoir aussi 40% de femmes, non plus seulement au conseil d'administration, mais dans les instances dirigeantes, COMEX et CODIR. Et quand on regarde le milieu de la tech, en vrai, il y a aussi des questions de sous-représentativité finalement des femmes. En 2020, 21% des startups qui ont été créées l'ont été par des équipes féminines ou mixtes, ce qui veut dire en d'autres termes que 79% des startups qui sont créées en 2020 l'ont été faites que par des mecs. Aujourd'hui, comment est-ce que la question de la parité, vous l'abordez, vous, au Galion? C'est quoi les outils que vous utilisez pour essayer de discuter et de mettre en place des choses pratiques? Et ensuite, on glissera dans les questions de l'audience parce que ça commence à arriver et qu'il nous reste moins de 10 minutes. Ah, c'est juste 8 minutes, c'est hyper rapide. On a une demi-heure en fait. On a une demi-heure. Ah ouais. On pourra un tout petit peu l'aborder. Je suis trop bavarde pour m'inviter dans vos talks. Ok, alors attends, non, la question du genre est forcément fondamentale pour nous. C'est avant tout un enjeu de performance. Donc en fait, une fois que tu as expliqué aux entrepreneurs du Galion, qui sont majoritairement des hommes, puisque moi je dois avoir 17% de femmes, ce qui est un peu plus que la moyenne nationale, mais ce qui n'est pas encore dingue. Que en fait, plus il y aura de femmes dans leur entreprise, plus ils seront performants. Et alors, comme tu viens de le faire, il faut citer faut donner des chiffres, etc. Voilà, en fait, nous, comment on l'aborde, c'est qu'on met le sujet sur la table. On essaye d'en faire un sujet récurrent au sein du Galion. Et je pense que tout le monde nous en remercie parce qu'en fait, tu te rends compte, moi j'ai vu dans des entreprises une décélération très forte de gens qui n'avaient pas fait attention à ça et en fait qui se retrouvent du jour au lendemain avec des équipes tech sans faire attention et c'est pas de la mauvaise foi de la part des CEO, c'est juste qu'en fait ils sont dans la croissance, ils ont des objectifs et ils montent leur entreprise et ils ont 10, 20 entrepreneurs. Au début, il y a une femme, 2 femmes, il y en a une qui part. L'autre, elle reste toute seule, elle se sent pas bien, donc elle part. Et puis voilà, et ils se retrouvent en fait à des équipes de 50 d'hommes tech ou de sales, parce que c'est pas. Et donc après, là, il faut qu'ils reshuffle un peu toute la culture. Donc voilà, nous comment on le fait, on traite vraiment, on met le sujet sur la table et on leur propose des outils concrets pour aider à recruter des femmes, à les fidéliser, à les promouvoir au sein de leur entreprise. On a proposé 45 actions concrètes à implémenter. Pareil, c'est sur le site internet, c'est le Gender Agreement. Et là, je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est super intéressant parce que je donne juste ces éléments-là et après, je glisse dans les questions. Mais quand on avait préparé ce talk-là, tu m'avais dit, mais en fait, c'est très simple. Si on veut que les gens de la tech, les métiers de la tech se féminisent et que les personnes qui sont dans les RH, dans la tech, puissent aller chercher des femmes, en fait, il y a des choses très simples à faire. Typiquement, s'assurer que les fiches de poste soient compréhensibles et non genrées ou genrées aussi au féminin. Et il y a aussi, dans le process de recrutement, mais en fait, il faut avoir des femmes qui soient présentes dès le début si vous voulez recruter des femmes, parce qu'en fait, si on fait une saillie de recrutement à travers laquelle on n'a que des mecs qui viennent parler, finalement, ça n'envoie pas le signal positif aux femmes de dire que leur présence est attendue. La projection, le rôle modèle, c'est hyper, hyper important. En plus, il y en a plein. Il y en a plein à l'intérieur des startups, des entreprises, mais c'est en train de changer. Moi, je suis hyper optimiste. Je vois beaucoup de choses qui changent. Donc voilà, il faut juste y prêter attention en fait. Alors, on va prendre la première question et de façon très simple, je vais prendre celle qui a récupéré le plus de votes. De manière pratique, quelles sont les meilleures pratiques dans les entrepreneurs du Galion? Combien de valeurs? Quelles actions types pour s'assurer que ces valeurs sont bien implémentées? Est-ce qu'il y a des difficultés à faire vivre toutes les valeurs? En fait, c'est quoi le conseil que tu donnes à un entrepreneur qui a envie de se concentrer sur ses valeurs, à les incarner, à les faire vivre? D'aller lire le value process sur le Galion. Franchement, il y a pas de bête. Moi, mon point de vue et ce que je vois, c'est qu'il en faut pas 15 000 des valeurs. Tu vois, genre 1 à 3, ça suffit. Après, ce qui est hyper important, c'est de les tourner vraiment en mode action et de les incarner, en fait, ce que j'expliquais avec tu disais tout à l'heure.
des difficultés chez nous à faire vivre toutes les valeurs. Bah ouais, en fait, franchement, il faut se poser avec le CODIR, le COMEX, écouter les salariés et se dire, bah voilà, nous, en fait, si tu as défini ces valeurs-là, c'est qu'elles sont importantes pour toi. Et du coup, pourquoi elles sont importantes et quelles sont les preuves, en fait, comment eux, ils les verraient incarner. Et je pense que la valeur du partage, bah voilà, elle a été incarnée par des talks. Enfin, c'est des petites actions parfois qui montrent. Moi, il y en a une que j'adore chez Blablacar, c'est Done is better than perfect. Et en fait, j'arrivais pas trop à l'incarner, mais moi, je l'avais mis sur mon, parce que j'ai bossé dans les bureaux de Blablacar pendant un moment. Je l'avais mis en fait sur mon Mac et en fait, dès que j'osais pas faire quelque chose, parce que je trouvais que c'était pas assez parfait, ou je me disais, bah là, j'ai besoin d'1 heure, mais en fait, j'avais pas 1 heure, il fallait que le truc sorte. Je suis là, OK, done is better than perfect. Et bam, j'envoyais l'email ou je faisais l'action. Et donc, voilà, ça passe aussi par des petits gimmicks qui me disaient, bon, bah voilà, j'ai peut-être fait une faute d'orthographe dans le mail, mais au moins, je l'ai fait. C'est pas grave. Et donc là, tu es dans le côté, en fait, dans mon entreprise, on est en amélioration continue, on a un esprit d'entreprendre et on préfère faire et se rattraper plutôt que faire des slides et réfléchir trop. Donc, voilà, mais ravi d'en reparler, Nicolas, et regarde ce qu'on fait déjà sur le Galion, et puis n'hésite pas si tu as d'autres questions. Il y a une deuxième question qui est super intéressante, qui est posée par Rachel Jean, qui demande, est-ce que les entreprises qui manquent de valeur sociale aujourd'hui sont vouées à échouer demain? Oui, enfin, on voit bien qu'il y a une forte tendance, notamment des jeunes générations. Après, moi, sur ce sujet-là, je pense que, enfin, il faut qu'on aille vers un avenir meilleur. Après, il faut pas non plus être dupe, hein. Aujourd'hui, ceux qui font l'économie mondiale sont les GAFAM, les LATAM et autres. Et bon, Amazon n'est pas encore très, très au clair sur tous ces sujets-là. Mais voilà, on voit les signaux faibles montrent qu'il y a une vraie volonté d'avoir des entreprises qui sont beaucoup plus tournées vers les sujets environnementaux et sociaux. Et moi, mon point, c'est voilà, ces entreprises-là, il faut qu'elles soient bien financées. On voit de plus en plus de fonds d'investissement qui viennent sur l'impact. Pour l'instant, elles n'ont pas encore tellement déployé l'argent. Ça commence à arriver. Mais oui, la tendance forte, c'est que elles vont avoir de grosses difficultés. Et autre question du coup de Rachel Jean, pour ceux qui souhaiteraient se lancer, est-ce que tu te dis qu'il y a un profil type d'entrepreneur aujourd'hui à succès? Est-ce qu'il faut partager une même mentalité, des mêmes habitudes, un même style de vie? Ou est-ce que finalement chaque entrepreneur aujourd'hui est différent? Mais dans ceux que tu côtoies au Galion et qui sont du coup des entrepreneurs à succès, c'est quoi le point commun, le point de convergence entre tous ces différents profils? Le point de convergence, c'est la passion. C'est la passion pour l'innovation, c'est la passion, enfin, d'apprendre, d'aller sur des terrains inconnus. C'est des aventuriers. Alors, ils ont tous des styles très, très, très différents. Mais je pense que voilà, c'est des innovateurs, c'est des gens qui se contentent pas du monde tel qu'il est et qui ont envie de le façonner à leur image. Donc ça, je dirais que c'est un pattern très commun. Et puis, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui sont très intelligents et qui travaillent beaucoup. Voilà. Et qui sont surtout, voilà, qui s'entourent bien et qui sont ambitieux. Après, il n'y a pas un profil type. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, et les études le montrent, c'est que c'est quand même plutôt des gens qui sont privilégiés, qui sont blancs, qui font des grandes études. On a une vraie, nous au Galion, on a une vraie volonté d'inclusion et de diversité, mais c'est compliqué. Voilà, je vous parle sans filtre. On travaille avec Anthony Babkin, Saïd Amouche avec Diversity Days et Mosaïque. Moussa Camara, des déterminés, qui fait un énorme travail. En fait, pour l'instant, les gens qui viennent qui sont moins privilégiés ont des difficultés d'accès au financement. Ils ont besoin d'éducation sur ces sujets-là. Mais moi, je pense que ça passera par des profils beaucoup plus diversifiés et que là, ils arrivent, ils sont en train d'être formés, on est en train de les accueillir et donc il faut qu'on ait beaucoup plus de différence dans cet écosystème qui manque cruellement de diversité, quoi. Et donc, c'est intéressant parce que vous avez défini des valeurs, ou en tout cas accompagné les entrepreneurs à définir des valeurs avec des méthodologies qui sont pratico-pratiques, qui sont vraiment facilement implémentables. Sur la question du genre aussi, c'est-à-dire que là, le sujet du moment, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait émerger des entrepreneurs issus des diversités.
Ben oui, c'est un énorme sujet. Et d'ailleurs, si welcome vraiment à tous qui ont envie de travailler avec moi sur ce sujet-là, parce que je l'ai pas craqué du tout. Moi, ce que j'aime, ce que je souhaite, c'est que des entrepreneurs du Galion qui viennent de ces milieux-là nous rejoignent. Frédéric Bardot, et c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de mettre Simplon l'honneur, et celui qui a mis l'étincelle chez moi pour me dire attends, tu peux pas avoir un Galion dans lequel il y a que des blancs, il faut qu'on travaille là-dessus. Il a fait venir Eva Sadoun de l'ITA, qui est une activiste très engagée, Jean Moreau de Tech for Good, et donc du coup on va dans le bon sens. Voilà, moi je travaille avec Anthony, où dès que j'ai un sujet, je lui en parle, mais on est vraiment au tout début, et c'est exactement le sujet que je disais. Notre culture, elle vient plutôt d'entrepreneurs assez privilégiés. On a des critères, il faut lever des fonds pour venir au Galion, donc forcément, c'est un peu les mêmes qui reviennent tout le temps. Et donc là, ouais, on se pose beaucoup de questions, et donc vraiment, je suis ravie de pouvoir discuter et échanger avec vous, parce que voilà, on a un peu de pain sur la planche là-dessus. Et je pense que c'est pas à eux de venir, c'est à nous d'aller les chercher, et voilà, il y a un et gros... ouvrir le champ des possibles. Encore une fois, en parler pendant des heures. Mais... Agathe, une toute dernière question, parce qu'on arrive du coup à l'issue de cette demi-heure de partage. On le disait en introduction, tu as décidé de rejoindre l'Epic Pledge et de partager du coup ton succès futur avec les associations du portefeuille Epic, et de rejoindre une communauté d'entrepreneurs engagés. En quelques mots et en maximum une minute, Agathe, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre cette communauté qui est chez Epic, qui est une communauté de valeurs, une communauté de partage, et de vraiment une communauté de pledgers qui s'engage au quotidien? Mais moi, je peux rester 5 minutes pour répondre aux questions. Ceux qui doivent partir, parce qu'ils ont des trucs à faire, ils partent. Et puis, on peut continuer à juste répondre peut-être aux petites questions si vous êtes pas pressé, mais ça commence à partir. Pourquoi j'ai décidé? En fait, ça fait un moment que je travaille avec les équipes d'Epic. On a déjà organisé des dîners, et en fait, je veux le faire. J'ai pas pris le temps de le faire, et voilà. En fait, ce moment avec vous me donne l'occasion de m'engager. Donc, merci pour ça. Et je pense que c'est important, en fait, de le faire dès le départ, parce que ça donne, en fait, aux entrepreneurs un sens, en fait, du non-profit, et ça leur fait poser des bonnes questions au tout début de l'aventure. Et mine de rien, le fait que vous animiez une communauté, en fait, ça crée un fil rouge qui, quelque part, moi, mon point, c'est de pouvoir laisser toujours une petite chip, tu vois, dans le cerveau des gens, pour qu'ils se souviennent, voilà, qu'il faut give back, qu'il faut avoir de l'impact. Et je pense que vous faites partie des acteurs qui le font, et qui le font très bien. Et donc, voilà, c'est pour ça que je rejoins. Et je pense que j'aime bien aussi l'aspect communauté, parce que ça nous fait nous poser des questions de manière assez régulière sur des sujets comme ça, ou quand on a une boîte et qu'on est à fond dans le guidon sur la rentabilité, développer son entreprise. C'est des moments aussi de respiration, et qui nous permettent de sortir la tête de l'eau, et de penser comment on peut faire un monde meilleur, nous, à notre échelle et avec notre entreprise. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est un petit peu confus, mais parce que je pense que c'est bien un moment quand on est privilégié, quand on va gagner beaucoup d'argent, de pouvoir donner à ceux qui le sont un peu moins. Donc moi, je tente de le faire dans mon entreprise, et puis je tente de le faire aussi. Et donc là, c'est une occasion de plus. Mais en fait, c'est une réponse aussi très simple à la question qu'on nous posait tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on incarne des valeurs? Finalement, quand on a une valeur de partage, l'Epic Pledge est aussi une réponse éventuelle à ce type de problématique ou de valeurs qu'on a envie de porter haut. Donc, merci beaucoup d'en faire partie désormais, Agathe. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on est vraiment pris par le temps, mais infiniment merci, Agathe, pour... Désolée, peut-être, attends, je vais mettre juste avant que tu me cut. Vas-y, tu veux mettre ton mail? Je vais mettre mon mail, et puis voilà, merci. Et si par ce réseau-là, on peut continuer d'échanger. Ça marche. Alors, du coup, merci beaucoup, infiniment. Dans quelques secondes, pour ceux qui sont en train de nous regarder, vous allez tous et toutes être basculés vers un endroit qui va vous permettre de découvrir justement l'Epic Pledge que vient de signer Agathe, et à votre tour, le signer si vous souhaitez. Epic Chat revient dans un mois, le 21 juillet, avec Rosé Marine, qui est partenaire fondateur de FJ Labs. Rosé est un entrepreneur et un investisseur, et il va nous partager du coup sa vision de l'entrepreneuriat et des startups dans un monde post-Covid. Et vous pouvez déjà vous inscrire en cliquant ici.
Merci infiniment à notre communauté de pledgers qui est engagée au quotidien et qui s'est connectée pour nous suivre aujourd'hui. Merci à vous qui êtes pas encore de la communauté des pledgers, mais qui êtes venus nous écouter avec Agathe. Restez connectés, découvrez le pledge et à bientôt. Merci, au revoir. Merci Agathe.